Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez choisi de rendre hommage à votre façon à une voix qui est à l'origine de votre chemin, Édith Piaf. Vous l'évoquez sans limiter, même si vous portez une robe noire, pour interpréter des chansons parfois hautes en couleurs. Bonjour Chimène Badi. Bonjour Jacques. Alors, on vous avait accueilli tous au début des Clés d'une vie. Vous parliez de gospel à l'époque. Oui, tout à fait. Et là, vous rendez hommage à Édith Piaf. On va en parler à travers ce magnifique album que vous avez réalisé. Des reprises, mais pas des imitations. Et on va tout de suite écouter la voix de Piaf pour se mettre dans l'ambiance. Enfin, j'espère, je pense que tout ira bien demain. Ah oui, parce que si vous ne m'en demandez pas trop. C'est vrai que cette voix, on la connaît, on l'a entendue. Et c'est vrai qu'elle a bercé votre enfance, je crois. Mais elle a bercé mon enfance et elle a accompagné ma vie, mon existence. Et Sheila, c'est pareil. Elle avait 4 ans, elle écoutait sur le phonographe familial les 3 cloches. Et ça lui donnait envie de faire ce métier. Alors, on va évoquer Piaf à travers des chansons et à travers des dates clés de sa vie, si vous êtes d'accord, Chimène. Bien sûr, avec plaisir. La première, c'est le 21 septembre 1935. C'est les débuts de la Môme au Gernisse pour la première fois. Vous connaissez l'histoire ? Oui, un petit peu, mais racontez-la nous. Allez-y. Racontez-la nous. Ça... En fait, elle se produit pour Louis Leplé, que je crois qu'il a découverte dans la rue, près de l'Arc de Triomphe. Oui. Et vous savez pourquoi elle s'appelle la Môme Piaf ? Alors, si je me trompe pas, c'est Louis Leplé qui trouvait que physiquement elle ressemblait à un petit oiseau. Exactement. C'est ça. Et du coup, il trouvait que de lui donner ce nom de Piaf lui allait bien et que ce serait un bon nom de scène. Et je crois qu'il s'est pas trompé. Voilà, exactement. Au départ, il l'avait appelée la Môme Moineau. C'est ça. Mais il y avait déjà une femme qui s'appelait la Môme Moineau. Exactement. Alors, les débuts de Piaf, c'est quand même la misère, c'est les banquettes, des cafés, les hôtels minables. Et je me demande si elle n'y a pas pensé en écoutant cette chanson qu'elle a ensuite enregistrée. Ils sont arrivés, se tenant par la main, l'air émerveillé de 2 chérubins, portant le soleil. Ils ont demandé d'une voix tranquille un toit pour s'aimer au cœur de la ville. Et je me rappelle qu'ils ont regardé d'un air attendri. Les amants d'un jour. Les amants d'un jour, effectivement. J'ai toujours été convaincue, pardon, je vous coupe, mais j'ai toujours été convaincue qu'elle avait été... qu'elle avait assisté, qu'elle avait réellement vu ce couple. Et que effectivement, c'est quelque chose qu'elle nous raconte, qu'elle nous narre, parce que ça s'est vraiment passé. J'ai le sentiment qu'Édith Piaf ne s'est jamais dissociée de ses chansons. Et que chaque titre, c'est un bout de son existence, un bout de son vécu. Donc sur Les Amants d'un jour, je suis persuadée que c'est quelque chose qu'elle a réellement connu. Oui, réellement connu dans ses errances, puisqu'elle dormait d'hôtel en hôtel à cause de son père. Parce que vous le savez, il avait une femme tous les soirs. Et oui, puis c'était un contorsionniste qui faisait beaucoup de choses et qui se déplaçait dans plein d'endroits différents. Donc effectivement, il avait une vie un peu spéciale. Ouais. Mais Piaf vivait ses chansons et je crois que, j'ai le sentiment en écoutant votre version que vous vivez cette chanson, Chimène Badi. Oui, mais je sais pas faire autrement de toute façon, moi, que de vivre mes chansons. Et ça, c'est de toute façon en moi depuis toujours. Et j'aime aussi raconter des histoires, ça fait partie de mon métier d'interprète. Alors forcément, Les Amants d'un jour, moi, c'est une chanson qui me touche beaucoup et que j'ai toujours aimée, qui est pas forcément connue du grand public, mais plus peut-être des amateurs d'Édith Piaf. En l'occurrence, elle a en plus un côté vraiment dramatique, très sombre, et ce que je trouve d'assez extraordinaire dans la force des œuvres d'Édith Piaf, et notamment dans Les Amants d'un jour aussi, c'est qu'en peu de temps, puisque la chanson dure peu de temps, elle nous raconte toute une histoire, comme si finalement on était en train de découvrir l'histoire d'un film. Moi, ça me passionne. Elle est passionnante au travers de ses œuvres. Complètement. Alors cette chanson, elle l'a découverte grâce à Michel Senlis et Claude Delécluse, qui sont 2 femmes qui écrivaient pour elle. Ouais. Et cette chanson leur a été proposée à Piaf, qui a tout de suite compris le sens de la chanson. Évidemment. Mais on peut que comprendre tout de suite le sens de la chanson, de toute façon. Oui, mais par Piaf, c'est encore plus fort. Et Senlis et Delécluse ont écrit aussi une autre chanson qui a été transformée ensuite par Daniel Guichard, qui était Mon Vieux. Elle a écrit beaucoup de chansons aussi pour Piaf. C'était un couple de femmes qui écrivaient des chansons populaires. Ouais. Alors, c'est vrai que Piaf a été élevé dans la rue parce que son père était contorsionniste antipodiste et il avait une vie un peu dissolue. Oui, beaucoup. Oui. Vous avez connu cette vie, vous avez vécu, pas vécu, mais qu'est-ce que vous êtes un peu informé sur cette vie de dissolue?
Oui, je connais un peu son parcours et son histoire, évidemment. J'aurais bien aimé peut-être en savoir plus, parce qu'après, c'est en lisant des livres et en écoutant certaines de ses interviews. Mais je sais que son parcours est un parcours semé de difficultés et de drames aussi. Ça n'a jamais été simple pour Édith Piaf, de toute façon, depuis toute jeune. Et effectivement, sa mère aussi n'était pas vraiment présente dans son existence. Ah, sa mère, elle l'a vue une fois dans sa vie, dans un café près de la Bastille, Oui. Le café des artistes. Elle lui a dit 2 mots, elle l'a même pas serré dans ses bras. Voilà, c'est ça. C'était une relation inexistante. Mais en revanche, elle a été artiste, sa mère, ça a Oui. été un échec considérable. Oui. Je crois que c'est le nom de Lynn Marsa, je crois, c'est ça? Je crois. Ouais, je suis sûr, mais c'était une mère qui voulait chanter aussi, qui voulait vivre pour elle, d'après ce que j'ai compris. Et effectivement, qui avait totalement oublié qu'elle avait un enfant. Ouais. Oui, totalement. Et elle avait pris un pseudonyme, Lynn Marsa. Elle a fait l'Olympia, mais dans les premiers temps de l'Olympia, dans les années 1900, ça a été un échec. Mais on a retrouvé quelques enregistrements et elle a la voix de sa fille. Ah bon? Étonnant. C'est-à-dire que ça a été un échec. J'ai jamais complet. entendu ça. Des gens l'ont entendu, c'est exactement le timbre de Piaf. D'accord. D'où ça vient. Et surtout, après, elle a été en prison, Ouais. elle a été droguée, elle est Droguée. morte près d'une poubelle, c'est une catastrophe. C'est pour ça que je vous dis que Édith Piaf, sa vie, c'est des drames. Et en plus, je ne sais pas si vous le savez, Chimène m'a dit, Édith Piaf a donné de l'argent à sa mère qui lui écrivait régulièrement, et malgré qu'elle ne l'ait pas élevée, elle l'a aidée continue, financièrement. mais alors oui, j'étais au courant, parce que je sais une chose, c'est que chez Édith, la générosité, c'était quelque chose de très présent. De toute façon, c'était pas quelqu'un qui voulait garder les choses pour elle ou vivre les choses toute seule. Elle était dans le partage tout le temps. Ah oui, non seulement ça, mais l'argent pour elle... N'avait pas d'importance. Ah non, on dépensait tout, Oui. et puis quand il n'y avait plus d'argent, on partait en tournée. Voilà, c'est ça. C'était, elle vivait à 2000 à l'heure. Elle se posait pas de questions. Ça n'avait pas d'importance tout ça. Je pense que vraiment, ce qui était réellement important pour elle, mais ça, c'est ma propre analyse, c'était l'amour et la scène. Surtout la scène, je crois, Voilà. les deux. Et comment vous avez découvert Édith Piaf, Chimène Badi? Moi, c'est au détour Alors, j'étais une enfant qui fouillait beaucoup dans les affaires de mes parents. Donc, et mes parents écoutaient beaucoup de musique. Mon papa, c'était la musique noire américaine, toute la culture blues, gospel. Ma mère, c'est la chanson française. Donc, plein de cassettes. Et un jour, je fouille, je prends une cassette au hasard sans savoir qui je vais découvrir comme artiste. Je l'ai mise dans mon baladeur, mon petit Walkman de l'époque. Et je découvre Édith Piaf sur la chanson Mon Dieu. Et là, le choc. C'est un choc, oui. Alors que je suis toute jeune, hein, puis j'ai même pas... Je ne réalise pas, je ne peux pas comprendre ce qu'elle est en train de raconter dans cette chanson. Par contre, je sens quelque chose de très triste du haut de mes 4-5 ans. Je suis touchée, je sens un profond désespoir. Et en même temps, il y a un grain de voix spécial qui vibre beaucoup. Et cette mélodie et puis ces arrangements qui sont déjà datés, même à l'époque où je commence à le découvrir, mais qui transpercent, qui touchent et qui bouleversent. Alors en fait, je vais continuer de l'écouter. Et vous Toute mon existence. Et vous allez chanter Piaf, et dans cet album, il y a une autre chanson célèbre, c'est L'accordéoniste. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Ça, je suis intimement convaincue qu'elle l'a vu aussi. Elle écoute la Qu'elle a java. assisté à ce genre de scène. Oui, mais cette chanson, elle a une histoire. En fait, le 1er septembre 39, Michel Emer, l'auteur-compositeur, arrive chez elle avec cette chanson. Elle dit « Ok, je la prends, mais tu viens ce soir à Bobino ». Or, c'est la déclaration de guerre. Il est mobilisé. Et il va partir 3 jours plus tard à la guerre. Et il va bien sûr passer en conseil de guerre et expliquer que c'est à cause de Piaf Qu'il n'a pas pu être là. Ouais, l'anecdote est vraiment extraordinaire. Mais je me rappelle d'un extrait où on le voit s'installer au piano et ce qui me passionne aussi, c'est qu'elle a imposé tellement le respect que j'ai l'impression que chaque artiste qui se présentait à elle pour lui proposer une chanson était mort de trouille. Ah, complètement. Voilà. Parce que je crois que pour l'accordéoniste aussi, ça a été un moment où il était très impressionné de lui présenter le titre. Mais en même temps, elle a été emballée tout de suite. Oui, et puis les accordéonistes à l'époque, ils étaient au coin des rues, ils étaient au pied du métro, avec des petits formats, les partitions, et ils chantaient pour les passants. Tout à fait.
Et ce serait bien que ça existe encore aujourd'hui. Et ce serait bien, mais ça me paraît difficile. Très. Ouais. Mais c'est vrai que vous sentez qu'elle a vécu cette époque. En tout cas, je peux pas l'affirmer, mais ça, c'est encore une fois un ressenti. C'est mon propre ressenti d'artiste aussi. D'après ses interviews, c'est une artiste, encore une fois, qui le dit elle-même. Ses chansons, c'est ses histoires, c'est son histoire. Donc moi, je me dis, l'accordéoniste, c'est quelque chose qu'elle a vu. Pareil, je sais pas dans quelles conditions, mais c'est quelque chose à laquelle elle a assisté, je pense. Dans la rue, quand elle était en permanence en train de chanter a cappella, il y avait forcément des accordéonistes autour d'elle. De toute façon, mais alors moi, je m'imagine des choses encore plus loin, mais voilà, je pense en tout cas qu'effectivement, c'est à chaque fois quelque chose d'authentique qu'elle livre quand elle décide de l'interpréter. Et que c'est pas juste parce qu'à un moment donné, le texte et la chanson lui plaisent. C'est ça la différence avec aujourd'hui. Ouais, et c'est pour ça que ces chansons sont toujours d'actualité. Exactement. Et vous les interprétez fort bien. On va continuer à en parler avec une autre date, le 28 octobre 1949. À tout de suite sur Sud Radio avec Chimène Badi pour parler d'Édith Piaf. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Chimène Badi. Vous avez enregistré 12 chansons d'Édith Piaf, à votre façon. Un album avant une tournée dans toute la France. Je dirais plutôt un hommage plutôt qu'un album. Oui, c'est un album hommage alors. Un album hommage, voilà. Oui, Jacques. C'est plus à quelqu'un que vous aimez, que vous affectionnez. Mais c'est plus que ça, c'est surtout qu'elle est quand même à l'origine du fait que je désire un jour être en scène aussi, et moi aussi aller donner, et moi aussi aller raconter des histoires ou me raconter. Voilà. Alors il y a d'autres, parmi les chansons, on va en écouter quelques-unes, liées à une date triste, le 28 octobre 1949, la mort de Marcel Cerdan dans un accident d'avion. Je crois que ça l'a marqué à vie, ça. Ah, ça l'a littéralement laissé par terre. Complètement. Et en plus, est-ce qu'il n'y avait pas ce sentiment de culpabilité? Moi, c'est la question que je me pose, parce que si je ne me trompe pas dans ce que j'ai pu lire et entendre, elle a absolument souhaité qu'il fasse très vite et qu'il la rejoigne au plus vite possible. Lui désirait prendre le bateau, elle lui a demandé de prendre l'avion, et il n'est jamais arrivé. Il a pris le dernier billet qui existe parce que quelqu'un s'était défaussé. En plus, j'ai rencontré sa fille un jour qui m'a raconté. Ah, vous avez eu cette chance. Oui, et sa mère a été traumatisée par cette mort. Tout le soir même, elle trouve la force d'aller chanter au Versailles, une chanson que tout le monde connaît. On attribue cette chanson à cette histoire, c'est pas le cas. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Pour moi, c'est Mon Dieu. Oui, mais Mon Dieu date de 63, alors que cette chanson elle l'avait enregistrée à l'époque, et beaucoup de gens dans la légende populaire disent que l'hymne à l'amour est pour Marcel. C'est pas du tout le cas. Et vous savez comment est né l'hymne à l'amour? Non. Eh bien, Charles Aznavour vivait à l'époque chez elle. Il était en face d'elle et il a écrit les 2 premiers vers qu'il a soufflés à Édith, Le ciel bleu, etc. Et à la fin, quand la chanson était terminée, et c'est Aznavour qui me l'a dit, et Piaf lui a dit qu'est-ce que tu en penses de cette chanson? Et Aznavour lui a dit c'est un hymne à l'amour. Très bien, ce sera le titre. D'accord. C'est comme ça que la chanson est née. Ah, c'est comme ça, ok. Et Aznavour, c'est vrai qu'il doit beaucoup à Édith Piaf. Oui, et c'est ça qui m'a toujours plu aussi chez cette artiste, c'est que ce que j'ai remarqué, et c'est ce que je vous disais au départ, elle était dans le partage. Ça veut dire que si elle voyait un artiste qui pouvait peut-être proposer des choses en termes de texte, en termes de mélodie, si elle voyait en tout cas qu'il y avait un potentiel, elle tendait toujours la perche. Et elle l'a fait avec plusieurs artistes d'ailleurs. Beaucoup. Avec Charles Aznavour, effectivement, avec Georges Moustaki, par exemple aussi. Elle était généreuse. C'était quelqu'un qui portait les autres. Oui, elle leur passait rien. Aznavour, elle l'appelait le génicon. C'était son régisseur. Le génicon, comment vous avez su ça? Parce qu'Aznavour me l'a dit un jour. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Donc vous avez eu des infos sympathiques, d'accord. Et il se trouve qu'elle lui donnait de l'argent en disant faut que tu sortes, faut que tu dragues, faut que tu boives. C'est comme ça que tu auras des idées pour des chansons. C'est extraordinaire. Il y a qu'elle qui peut faire ça. Alors, les États-Unis, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça a été des hauts et des bas pour Piaf. Oui, c'est vrai, ça a été des hauts et des bas, mais elle a quand même eu des hauts. Oui, mais au début, personne n'en voulait. Les premiers. Personne n'en voulait, même en France, personne n'en voulait au début. Oui, mais aux États-Unis, elle a tout laissé en France, elle arrive à New York, elle fait des bides. Oui, mais elle y va.
Oui. C'est ça qui est formidable, c'est qu'elle a pas peur d'y aller. Et moi, c'est ce que je respecte beaucoup chez cette artiste, c'est que quand elle prenait une décision, elle allait au bout de sa décision. Et en tant que femme, c'est quelque chose que je respecte énormément. Et voilà, donc même si au départ il y a eu des bides, finalement elle a fini par être reconnue. Et aujourd'hui, on l'aime toujours autant. Mais en même temps, effectivement, elle quitte Paris, elle avait un appartement rue de Berry, elle rend les clés, elle vend tout. Oui, elle plaque tout. Elle plaque tout pour Ouais. être à New York. Et à New York, elle retrouve, mais au bout de quelques jours, c'est le retour en France obligé. Oui, pas le choix. Voilà. Mais elle y retournera et elle finira par Non, elle est même restée. par exister. Elle est même restée à cause d'une critique d'un certain Virgil Thompson, Ouais. qui a écrit si on laisse partir Edith Piaf, le public aura fait preuve de son incompétence et de sa subtilité. Et c'est comme ça que ça a démarré et qu'elle est devenue une star aux Elle est devenue États-Unis. une star aux États-Unis. C'est extraordinaire. Vous avez vu des images d'elle chantant en anglais? Très peu, mais j'en ai vu quelques-unes, notamment sur La vie en rose ou No Regrets. Oui. Non, je ne regrette rien. Oui, effectivement. Les critiques disaient quand elle chante en anglais, on a l'impression qu'elle parle en italien. Ah oui, moi je trouvais que ça lui allait bien, avec un accent français effectivement, mais qui n'était pas dérangeant. Elle était toujours aussi authentique dans son interprétation. Marcel Cerdan, c'était un homme très important pour elle. Je pense que c'est l'amour passionnel de sa vie, de son existence. Je pense que, pour moi, à mes yeux, elle a eu deux amours. Alors c'est encore une fois, c'est mon propre ressenti. Il y a eu deux amours, de réels forts amours dans son existence. C'est Marcel Cerdan et Théo Sarapo, mais deux amours complètement différents. Je pense que pour Cerdan, c'était vraiment passionné et un peu fou. Alors qu'avec Théo Sarapo, je pense qu'il y avait quelque chose de plus sage et de plus raisonnable. Oui, on reparlera de Théo Sarapo qui a été essentiel dans sa vie, mais Cerdan, elle l'a rencontré dans un club parisien, le Club des 5. Et ensuite, elle l'a rencontré par hasard à New York et elle savait parfaitement qu'il ne divorcerait jamais. Il était marié. Il était marié, bien sûr, au avec des Maroc, enfants. mais elle vivait cette histoire. Oui, ça m'étonne pas d'elle. Je vous dis, c'est une femme qui, pour moi, souhaitait vivre sa vie à 1000 à l'heure, c'est-à-dire à fond. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait. Elle a vécu peu de temps, mais elle a vécu. Oui, alors on a parlé de sa polyarthrite qui est née justement du choc de la mort de Cerdan. De Cerdan, oui. Je ne sais pas si vous avez vu le film, mais dans le film, on raconte qu'elle se piquait, ce qui est absolument Non, faux, je sais. C'est-à-dire qu'en fait, elle prenait de la morphine Oui. et pour guérir 4 fois plus vite, elle mettrait 4 doses au lieu d'une. Oui, c'est ça. C'est toujours plus. Oui. Et Toujours plus. de même, on disait qu'elle était alcoolique. Pas du tout. Non, mais Edith n'était ni droguée ni alcoolique. Elle buvait du thé, un demi-verre de vin, elle était saoule. Et le vin, oui oui. Ah, un Et demi-verre le de vin Ouais. D'accord, ok. Son photographe m'a dit ça. Il y avait une bibliothèque avec les bouteilles pour les copains, mais elle n'en buvait pas. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui voulait faire attention quand même à elle, malgré tout. Hein. Bien sûr, elle Voilà. avait raison. Je pense. Après, effectivement, elle avait de vrais problèmes de santé quand elle a attrapé cette fameuse polyarthrite. C'est ce qu'il y a Effectivement, et c'est ce qui a finalement été le début de la fin. Mais je savais, j'ai toujours su que Edith Piaf ne s'était jamais droguée. Ça, je l'ai toujours su. Et vous avez bien raison, Ouais. et c'est la vérité. Et je le dis d'ailleurs, je le dis très souvent, parce que je pense que c'est important de le préciser. Oh oui. Et dans cet album, il y a ces chansons que vous avez évoquées, mon Dieu. Ma vie, mon Dieu, Alors même si elle arrive tard, moi je pense vraiment qu'elle est faite mon Dieu, pour Marcel. Oui, exactement. Ah, sincèrement, c'est ce que je pense. encore un peu, mon amoureux. 6 mois, 3 mois, 2 mois. Laissez-le-moi pour seulement un mois. Vous la vivez comme Piaf la vivait, cette chanson, Chimène Badi. Alors si je peux me permettre, Jacques, je vais vous raconter un peu la petite Oui. anecdote autour de ce titre. J'ai découvert donc Edith Piaf sur cette chanson et je n'ai jamais pu interpréter ce titre. C'était trop douloureux pour moi. Je ne pouvais pas. Même en vieillissant, même en grandissant, j'y arrivais pas. On m'a proposé à plusieurs reprises, même en télé, de l'interpréter. Ça m'était impossible. Elle était trop douloureuse. Et quand on a préparé cet hommage à Edith Piaf, avec mon réalisateur Thibaut, je lui ai parlé de mon ressenti par rapport à cette chanson, par rapport à cette œuvre. Et alors, il m'a apporté un arrangement qui, en termes de sonorité, de tout ce qui se passe autour, m'apportait peut-être un peu plus d'espoir, un peu plus de lumière.
je me suis permise sur celui-là d'interpréter de façon différente, avec un ressenti différent que celui d'Edith, et c'est normal, je pense, parce que je n'ai pas vécu son histoire, mais de façon avec plus d'espoir. J'ai voulu la chanter finalement, quand je dis mon Dieu, rendez-le-moi mon amoureux, j'ai de l'espoir. Je pense pouvoir le revoir un jour, moi. C'est comme ça que j'ai interprété ce titre. Je l'ai pensé comme ça. Et finalement, la première fois que j'ai posé ma voix en studio, ça a été la seule prise qu'on ait fait, et je l'ai gardée parce que émotionnellement, tout était là. J'étais là où je devais être. Ouais. Et vous êtes là où vous devez être aussi avec d'autres chansons qu'on va évoquer à travers une autre date, le 19 décembre 1960. A tout de suite sur Sud Radio avec Chimène Badi pour parler d'Edith Piaf. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Chimène Badi avec cet hommage à Piaf. Ce n'est pas un album, c'est un hommage à Edith Piaf qui vous a bercé depuis l'enfance. Et alors, il y a une date importante dans sa vie, c'est le 19 décembre 60. Sa rentrée à l'Olympia avec 16 minutes d'applaudissements avec le public debout. Ouais, je me rappelle cette vidéo. C'est extraordinaire. C'est dingue. Je me demande qu'est-ce qu'elle a pu ressentir à ce moment-là. C'est une question que je lui aurais posée, par exemple. Qu'est-ce que tu as ressenti là, lors de ces 16 minutes où tout le monde est à terre? Complètement. En fait. Et elle avait un truc, je ne sais pas si vous le savez, pour rentrer en scène. Elle entrait parallèlement à la scène. À un moment, elle tournait vers le micro, ce qui permettait d'avoir des applaudissements plus longs. Ah, d'accord. C'est une petite anecdote que je ne connaissais pas. Et à l'époque, on a vu les images. Quand elle arrive dans sa loge, c'est une vieille dame. Quand elle sort de sa loge, elle rajeunit. Eh bien oui, forcément. C'est normal. Qu'est-ce qui se passe? C'est le contact avec le public, avec la scène. Bien sûr. Ça me rappelle même un artiste qu'on aime énormément qui s'appelle Johnny Hallyday. Oui, qui était heureux sur scène. Exactement, c'était quand même la même chose finalement, moi, pour l'avoir vu. C'était la même histoire. Voilà. En même temps, pourquoi fait-elle l'Olympia? C'est parce que Bruno Cocatrix l'a appelée, elle est malade, on pense qu'elle ne va pas monter sur scène. Oui, mais elle remonte sur scène et puis il a besoin d'elle pour l'Olympia. Pour sauver l'Olympia, exactement. Et elle va le faire. Mais je pense que... c'est avec la chanson Non, je ne regrette rien, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et je pense d'ailleurs que c'est cette chanson qui va de toute façon sauver et l'Olympia et Bruno Cocatrix et Edith, je pense. Oui, en fait, elle était très malade, elle revit sur scène. Et vous savez pourquoi elle a accepté de faire cette Olympia? Parce qu'en 1937, quand elle était accusée d'être complice de la mort de Louis Le Play, la seule personne qui l'a aidée, c'est Bruno Cocatrix, qui était directeur artistique à l'époque. Qui l'avait soutenu. Voilà. Alors, sur scène, vous interprétez plusieurs chansons, et il y a cette chanson qui est un classique, qui est incontournable d'Edith Piaf. Quand il me prend dans ses bras, il me parle. Mais celle-là, elle a été reprise je ne sais combien de fois. Ah oui. Il y a eu plusieurs versions, énormément de versions. 500, je crois. 500 ? J'en avais pas noté autant. 500. Et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Pourquoi cette chanson? Qu'est-ce qu'elle vous évoque, Chimène Badi? Ah, ben déjà, qui ne rêverait pas de ressentir ça, tout simplement, de ressentir ce qui est en train de nous évoquer Edith au travers de ce texte, tout simplement, déjà. Dès qu'il me prend dans ses bras, je vois la vie en rose. Et puis parce que c'est un titre que j'apprécie particulièrement, j'aime ce qu'il raconte en toute simplicité, mais en même temps, j'avais envie qu'il soit existant aussi en scène. C'était important pour moi parce qu'il fait partie de l'histoire d'Edith. Et parce que j'avais aussi envie de relever le challenge d'apporter ma propre version parmi toutes les versions qui ont été faites autour de cette œuvre. Parce que je crois que c'est un des titres qui a été le plus repris d'Edith Piaf, si je me trompe pas. Oui, avec l'hymne à l'amour, c'est le record. Mais alors, il faut savoir qu'au départ, cette chanson, c'était pas pour elle. C'est en 1945, Marianne Michel qui demande une chanson. Ouais. Et Piaf, elle a une habitude, c'est que quand une chanson est pour une femme, elle la reprend à son compte. C'était une coquine. Voilà. C'est vrai que vous connaissiez Marianne Michel, tout le monde l'a oublié. Oui, mais moi, on m'avait raconté l'anecdote, en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'étais au courant.
Et vous connaissez l'anecdote de la musique que Marguerite Monod, qui était sa meilleure amie, n'a pas voulu signer? C'est-à-dire La Vie en rose, elle l'a composée. Oui. C'est une mièvrerie, je la signerai pas. Et comme il fallait déposer la chanson à la SACEM, elle avait un pianiste, Louis Guy, qui était là. Il a signé la chanson. Et il a touché la moitié des droits d'auteur. Ah, ça, c'est malin. Oui, mais moi, j'ai rencontré le pianiste qui lui a succédé quelques mois plus tard. Il me dit, je suis arrivé trop tard, sinon ça aurait été moi, La Vie en rose. Et c'est vrai que cette chanson, beaucoup de gens ont dansé dessus. Ah ben, je pense que beaucoup de gens ont dansé dessus, beaucoup de gens se sont aimés dessus, beaucoup de gens ont rêvé dessus, je pense. C'est La Vie en rose. Tout le monde aime cette chanson. Même les gens qui pensent ne pas la connaître, la connaissent. Exactement. Et elle avait trouvé l'expression comme ça, directement. Et d'ailleurs, à New York, il y a eu un cabaret qui s'appelait La Vie en rose. Ah ça, je ne savais pas. Alors, une autre chanson de cet album, Hommage, Chimène Badi, une chanson qui est l'ancêtre du rock'n'roll. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait. Les ongles pleins de cambouis, mais sur le biceps il avait un tatouage avec un cœur bleu sur la peau blême. Et juste à l'intérieur, on lisait Maman je t'aime. Que vous inspire cette chanson, Chimène Badi? Elle m'inspire une performance déjà, parce que c'est pas la plus simple à chanter d'Edith Piaf, ça c'est sûr. Vous avez accéléré le rythme. Un petit peu, c'est vrai. Moi, ce qu'elle m'inspire, c'est surtout, là au-delà du titre, c'est que je pense qu'Edith Piaf, je pense qu'elle avait l'âme, c'était une femme rock'n'roll, quoi. Oui. Moi, honnêtement, c'est ce que je pense. Donc, en vrai, j'aurais pas été surprise de l'entendre sur un autre registre un jour. Hein. C'est-à-dire que vraiment, elle est impressionnante parce que, pour être très honnête, ça reste un titre qui physiquement demande beaucoup. C'est une réelle performance et elle était impressionnante sur ce titre, vraiment. Et après l'histoire du texte, est-ce que c'est encore quelque chose qu'elle a vu ou est-ce que c'est quelque chose qu'elle nous raconte? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, encore une fois, c'est qu'elle a été impressionnante sur cette performance-là parce que c'est pas un titre facile à interpréter. Oui, en fait, elle a entendu cette chanson qui était à New York lorsqu'elle y était. C'était une chanson de Jerry Leiber et Mike Stoller qui ont écrit beaucoup pour Presley ensuite. Elle a eu le coup de foudre pour cette musique. Elle a fait venir de France un de ses amants, Jean-André Jacques, l'auteur du Petit Vin Blanc, qui a fait les paroles. Après, il a été congédié comme beaucoup d'autres. Ça a été un immense succès. Ouais, c'est vrai. Mais même pour arriver dans la gestuelle, parce qu'il est extraordinaire quand vous voyez Piaf, c'est la gestuelle qu'elle a. Mais elle a toujours eu cette gestuelle et ses mains qui l'accompagnent jusqu'au bout. Je pense que cette femme chante jusqu'au bout, au bout de ses doigts. Mais cette énergie, elle va la chercher dans tout son corps. C'est physique. Et comment on prend cette énergie lorsqu'on interprète cette chanson, Chimène Badi? Pour être très honnête avec vous, je n'ai eu aucun souci lors de l'enregistrement de cet album en termes de tonalité, puisque pour la plupart des titres, j'étais plutôt à l'aise sur la tonalité, mais L'homme à la moto n'est pas dans mes tessitures, pas du tout. Nous avons tenté donc de baisser d'un demi-ton, voire d'un ton, mais j'avais perdu l'ADN de l'œuvre, j'avais perdu l'urgence de ce titre que j'aime particulièrement. Donc, je suis restée sur la tonalité originale. Et effectivement, c'est le titre qui est le plus complexe à interpréter physiquement, parce qu'il demande une énergie, il demande beaucoup d'énergie. Et alors, sur scène, comment on fait au milieu d'un concert? On se concentre. Après, il y a aussi la magie de la scène, la magie du public. Le public est porteur et on réfléchit pas. C'est plus le moment où il faut réfléchir. C'est intégré physiquement. Je sais ce que j'ai à faire pour pouvoir passer le défi, le challenge. Et puis après, je pense que de toute façon, quand on ressent vraiment les choses, ça se fait peut-être naturellement aussi un peu après. Et la gestuelle, justement, pour vous, comment adapter la gestuelle d'Edith Piaf à Chimène Badi? Non, je ne me suis pas posé la question.
je me suis pas posé la question, je les chante naturellement, moi, mes chansons. Alors, moi, je sais que c'est quelque chose qui revient beaucoup me concernant depuis mes débuts. On a souvent parlé de mon expression physique et de ma façon, quand j'interprète, de mon visage, de mes mains et de tout ce que je peux faire avec moi. Alors moi, je suis désolée, mais quand on vit ces chansons, il se passe quelque chose physiquement. Voilà, donc mon explication est celle-ci. Si on regarde Brel, par exemple, Brel, il lui arrivait même de postillonner quand il chantait, tellement il était en transe et qu'il était vraiment en train de vivre ses chansons. Bah, il usait 2 chemises en 45 minutes. Voilà, donc on ne peut pas me reprocher, moi aussi, d'être dans mes titres, dans mes œuvres et de les ressentir et de les vivre. Donc si je les vis, physiquement il se passe quelque chose. Mais en aucun cas, je suis allée observer la gestuelle d'Édith pour faire la même. C'est comme même dans mon interprétation, je trouve que ça aurait été un immense manque de respect pour le public, pour Édith Piaf et pour moi-même. Et puis de toute façon, Édith, il n'y en a qu'une, elle est unique. Moi, j'ai juste voulu lui faire un hommage parce que je l'aime énormément et parce que grâce à elle, j'ai eu envie moi aussi d'aller chanter et moi aussi de raconter des histoires. Mais de là à essayer de copier Édith Piaf, non. Et Jean Cocteau a dit d'ailleurs un jour, il n'y a jamais eu d'Édith Piaf, il n'y en aura plus jamais. Ah, oui, c'est vrai, je l'avais lu ça, effectivement, oui, tout à fait. Une autre chanson de cet album, c'est La Foule. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre. C'est une adaptation, ça. Tous épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule. C'est une adaptation d'un titre. Une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. C'est une mélodie d'Angèle Cabral qu'elle a entendue en tournée un soir de discothèque. Et elle a décidé d'en faire une adaptation. Elle a acheté les droits le lendemain. Et vous savez qu'au départ, c'est Charles Trenet à qui elle a demandé l'adaptation. Ouais. Il n'est pas arrivé à l'écrire. Et donc, elle a appelé Michel Rive-Gauche, qui à 3h du matin lui a téléphoné les paroles de La Foule. D'accord, ok. Donc c'était au départ un autre auteur à qui elle avait proposé. Alors, c'est La Foule, justement. Qu'est-ce que vous ressentez? Pourquoi cette chanson, Chimène Badi? Parce qu'on ne peut pas passer à côté. La Foule, moi, dès qu'elle commence, de toute façon, elle me procure quelque chose physiquement d'assez puissant. C'est une chanson que j'aime beaucoup. Et puis parce qu'elle fait réellement partie de... Après, c'est ce que je pense moi, hein, mais je pense qu'elle fait réellement partie de l'existence d'Édith Piaf. J'aurais pas pu être en scène et ne pas interpréter La Foule. Ça me paraît impensable. C'est tellement son ADN, c'est tellement elle. Est-ce qu'elle a vécu ça? Est-ce qu'elle s'est retrouvée dans un endroit et elle s'est retrouvée face à un homme qui l'aurait bouleversée, que tout d'un coup, il aurait disparu? Ça, c'est ma question. Non, je crois pas. Je crois qu'en fait, elle vivait sa vie, les paroles lui plaisaient, la musique lui plaisait, et elle vivait intentionnellement la chanson comme si elle l'avait vécue, mais elle n'avait pas forcément vécu. Elle n'avait pas forcément vécu? Non. Vous pensez, vous? Ah, j'en suis convaincu. Ah ouais, qu'est-ce qui vous dit que... Parce que elle n'était pas dans la foule en permanence, elle menait sa vie tranquillement. Sans même être dans la foule, ou... Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment, une soirée, un bal, quelque chose qui a fait que... Moi, après, je suis une grande rêveuse, je m'imagine plein de choses, et c'est tant mieux. Et c'est aussi comme ça qu'on interprète. Bien sûr. Mais moi, elle a tellement été... elle a tellement répété le fait de ne s'être jamais dissociée, que elle s'est jamais dissociée de son vécu. Voilà, elle s'est jamais pardon. Excusez-moi, je suis fatiguée. Elle ne s'est jamais dissociée de ses chansons. Donc, est-ce que réellement, c'est juste un texte qui lui a plu et une mélodie et un rythme? Ou est-ce que c'est plus profond que ça? Moi, je me demande. Elle avait l'instinct de la chanson. Elle savait qu'une chanson pouvait être un succès. Oui, je sais, je l'ai vu. Elle l'a prouvé à plusieurs reprises. Maintenant, je me dis que de toute façon, elle a été inspirée par quelque chose à un moment donné pour avoir choisi ce texte, pour l'avoir pris. Ça, j'en suis sûre. Vous en êtes convaincu? Ouais, en tant qu'artiste, oui. Parce qu'on se ressemble par rapport à ça. Moi, je peux pas interpréter une chanson si à un moment donné, elle m'évoque pas quelque chose, un minimum. Et je suis sûre de moi sur le fait qu'Édith était comme ça aussi. Eh bien, je vous l'accorde, Chimène Badi. On se retrouve dans quelques instants pour parler d'Édith Piaf à travers cet album qui est sorti le 20 janvier 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Chimène Badi.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Chimène Badi. Donc, nous avons évoqué cet album d'Edith Piaf, hommage à Edith Piaf, qui est sorti le 20 janvier 2023. Et je crois que cette idée d'album est née pendant le confinement. Alors, cet hommage, je voulais le faire depuis longtemps. Oui. Depuis un long moment, puisque ça fait plusieurs années. Après, Jacques, c'est des œuvres qui racontent des choses importantes, des textes vraiment particulièrement forts. Je ne pouvais pas chanter à 20 ans « Mon Dieu, non, je ne regrette rien ». Non, c'est pas possible. J'aurais pu le faire vocalement, certainement. Mais l'authenticité, le naturel dans l'interprétation et tout ça, je l'aurais pas eu, je pense. Parce qu'il fallait mon propre vécu, il me fallait ma propre histoire. Il me fallait continuer à évoluer, moi aussi, en tant que femme, pour pouvoir incarner au mieux possible, le plus justement possible, ces œuvres qui, pour moi, sont des œuvres qu'il faut toucher avec beaucoup de respect. Voilà. Et donc finalement, j'ai attendu. Et puis, lors du premier confinement, j'ai réécouté particulièrement Edith, beaucoup. Et un matin, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mes producteurs de spectacle pour leur dire que voilà, j'avais envie de faire mon prochain spectacle en hommage à Edith Piaf. Et ils m'ont dit oui tout de suite. Directement. Voilà. Oui, parce qu'ils ont compris que c'était quelque chose d'important pour moi, que ça faisait longtemps que j'y pensais, mais que j'attendais le bon moment, en tout cas pour moi. Voilà. Il fallait choisir les chansons aussi. Oui, il fallait choisir les chansons et c'était pas facile. C'était pas facile, surtout 12 titres. Quand on voit toutes les œuvres d'Edith Piaf, c'est pas simple. Mais j'ai choisi mes chansons de mon côté. J'ai été très tranquille pour faire ça, puisque personne ne m'a dit oui, tu sais, ce serait bien de mettre tel ou tel titre. Ce qui est assez merveilleux quand vous faites un hommage comme ça, comme je viens de le faire, personne ne vient vous embêter. Parce que tout le monde sait qu'il ne faut pas. Et qu'on sait nous-mêmes ce qu'on a envie d'offrir, de réoffrir au public. Alors bon, moi j'ai choisi des chansons qui m'ont fait vibrer, des chansons qui ont fait que je suis tombée amoureuse de cette artiste Edith Piaf, mais aussi des chansons qui me permettraient de construire un spectacle autour d'elle et de la raconter au mieux possible. Voilà. Un spectacle qu'on va découvrir dans toute la France. Et je crois qu'il y a eu un prélude à ça dans un concert un jour où vous avez interprété cette chanson. Non, rien de rien. Oui, c'est vrai. Non, c'était mon spectacle précédent. Je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien aidé. Effectivement, dans le spectacle précédent, vous aviez mis cette chanson comme ça au hasard ou c'était un test ? Non, pas au hasard. Et c'était pas un test. C'était, j'avais envie. Alors, si vous connaissez un peu mes spectacles précédents, j'ai toujours chanté un peu Edith. Hein. C'est-à-dire que dès ma deuxième tournée, j'avais inclus l'hymne à l'amour quand même dans mon spectacle. Parce que même si faire un hommage était trop tôt, prendre du plaisir à chanter Edith en scène, ça j'en avais le droit. Donc je me suis octroyé le droit de le faire. Et quand j'ai préparé mon spectacle autour de mon album Chimène, j'avais envie de mettre Non, je ne regrette rien, parce qu'en fait c'était un message quelque part que j'avais envie de faire passer aussi. Où j'avais envie de dire que tout allait bien, que j'avançais, que je vivais pas dans le passé, que je ne vivrais plus dans le passé, et que le regret pour moi était une seconde erreur. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que a dû ressentir Piaf lorsque Michel Vauquer et Charles Dumont lui ont posé de chansons. Elle ne voulait pas en entendre parler. Non, elle ne voulait pas en entendre parler. Charles Dumont m'a raconté un petit peu. Il s'est fait jeter à plusieurs reprises. Oui. Donc, oui, effectivement, jusqu'au jour où finalement, ça lui a enfin parlé. C'est pour ça que, pour la foule, du coup, je me pose des questions, par exemple, parce que elle a jeté, elle a envoyé bananer Charles Dumont à 3 reprises, si je ne me trompe pas. Et puis le jour où elle a ressenti réellement le texte, le jour où ça lui a parlé, elle a dit ok, je l'emballe. En fait, elle l'a rembarré sur d'autres chansons. Il a fait le siège chez elle parce que, en fait, quand on avait rendez-vous à midi, elle arrivait à 7h du soir, parce qu'elle dormait, et elle a accepté de le voir, mais parce qu'il insistait. Elle a écouté la chanson, elle a dit à la fin, rechante-la moi, allez, cette chanson fera ta fortune. C'est comme ça que c'est né.
C'est comme ça que c'est né, oui, effectivement. Mais il m'avait expliqué, donc au départ, ça avait été compliqué. Voilà. Et d'ailleurs, il y a des jours où elle se fâchait, et vous savez qu'elle annonçait ses auteurs en scène, et quand elle était fâchée avec Charles Ducon, en scène, elle disait « Et voici une chanson de Charles Ducon ». Ah non, ça, je savais pas qu'elle faisait ça. Ah, c'était vraiment une coquine, je me suis pas trompée. Ouais. Elle avait beaucoup d'humour. Je sais pas si vous Oui, elle avait énormément d'humour. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup se marrer, effectivement. Et elle avait un truc avec Boris Vian. À l'époque, il n'y avait pas de digicode. Elle allait dans les immeubles, elle ouvrait la porte, elle sonnait une porte, elle se cachait avec Boris Vian. C'était un délire qu'ils avaient ensemble. Exactement. D'accord. C'est étonnant. Alors, vous portez... Oui, c'est étonnant. Oui, c'est étonnant, ce petit jeu. Mais bon, c'est mignon. C'est très mignon. Alors, surtout Boris Vian et elle, là-dedans, ça doit être quelque chose. Vous portez une robe noire en scène, ça? Non. Non. Je suis en costume noir. En costume noir, c'est Justement. important. C'est important, c'est-à-dire que j'aurais pu mettre une robe noire, c'était pas un souci. J'ai fait plein de promos télévisuels ou télé où je portais des robes, des choses comme ça. C'est pas ça, c'est que j'avais pas envie de porter forcément une robe noire parce que Édith Piaf portait une robe noire. J'avais envie aussi d'être dans quelque chose qui me ressemble, dans lequel je suis aussi à l'aise en scène, et j'avais envie de mettre plutôt un petit costard noir. Mais je suis sûre que si Édith était encore là, elle aurait pu, au fil des années, passer de la petite robe noire au costume noir. Ça ne m'étonnerait pas d'elle. Oui, la robe noire, ça venait de Damia, qui était une chanteuse des années 30, et qui portait une robe noire en scène, et ce qui a donné à l'idée à Édith de faire la même chose. De faire la même chose, oui. Et alors, vous avez fait l'Olympia, j'ai vu plein d'échos fabuleux sur Facebook notamment. Quelle émotion on ressent lorsqu'on se retrouve à l'Olympia pour chanter Piaf, Chimène Badi? C'est pas facile. J'ai lutté contre l'émotion hier, toute la journée, parce que je me suis levée avec la boule dans la gorge. Dans la symbolique, on pouvait pas faire plus fort que de venir chanter Édith Piaf à l'Olympia. Non. Voilà. Et du coup, d'être là et de pouvoir livrer ce spectacle autour d'elle, avec tout ce monde-là présent pour m'accompagner, ça m'a vraiment bouleversée. Vraiment, j'ai pas, pour être très honnête avec vous, Jacques, j'ai même pas eu le temps, moi, de réaliser ce qui s'est passé, puisque depuis ce matin, j'ai continué à enchaîner les promotions. Donc, j'ai pas encore eu le temps de comprendre là tout ce qui se passe. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été particulièrement émue, mais je peux même vous dire que depuis que je défends cet hommage, je le fais avec énormément d'affection, beaucoup de respect, et ça faisait longtemps que j'avais pas autant vibré. Donc moi hier j'ai vibré. Et ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir s'approprier le répertoire d'une artiste qu'on aime et de vibrer autant. Oui. Donc c'est un cadeau. Moi c'est un cadeau là, de pouvoir chanter les œuvres d'Édith Piaf. Je vous le dis franchement parce que j'aime le faire. Je suis bien dans ce répertoire. C'est un répertoire qui me parle. Oui. Et voilà. Le public répond présent en plus. Mais surtout, c'est le nouvel Olympia, c'est pas l'ancienne Olympia où elle a chanté. Bah non. Mais il y a une fenêtre au-dessus. C'est Beko qui a demandé à l'architecte que cette fenêtre soit mise pour que Piaf et les autres voient ce qui se passait sur scène. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors, il y a une autre chanson très importante dans cet album, bien sûr, c'est Milord. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma pareil, il me pose plein de questions pour cette chanson. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, qu'une ombre de la rue. Vous posez plein de questions sur cette chanson. Oui, toujours, oui. C'est-à-dire, j'aimerais savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup cette chanson existe dans son répertoire. À quel moment il s'est passé quoi pour que tout d'un coup elle soit inspirée et qu'elle nous chante Milord? Moi, c'est un peu ma question. Alors, la légende dit qu'elle est en tournée avec Moustaki, qui est à l'époque l'homme de sa vie. Ils sont à Nice et elle lui dit, bah écoute, trouve-moi des mots. Et sur la liste de mots, il y avait Milord. Elle lui dit, fais-moi une chanson avec ce mot. Et après, il y avait deux mélodies. Ça, Moustaki me l'a dit, composées par Marguerite Monod. Marguerite Monod et Piaf voulaient une mélodie. Moustaki voulait l'autre. Et il a eu raison parce que c'était l'homme de sa vie. Voilà. Alors celle-là, je connaissais l'anecdote, mais j'aimerais moi savoir le pourquoi de ce texte. C'est ça que j'aimerais comprendre. Est-ce qu'elle a rencontré des hommes Elle avait quand même rencontré Jean Mermoz, qui était son premier fan au Gernis. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup, elle nous parle de cet homme qui
qui est si spécial. C'est ça que j'aimerais savoir, mais ça, on ne pourra pas le savoir. Non, et Moustaki ne peut plus le dire. Et Moustaki ne peut plus le dire. Et il a été très présent dans sa vie. Elle l'a vraiment lancé, Moustaki. Oui, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Oui, clairement. Et puis, ils ont été très amoureux. Oui. Mais vous savez que Moustaki a une particularité, c'est-à-dire qu'il l'a plaqué. Aux États-Unis, il en avait marre. Oui, il en avait marre, oui. C'est le seul homme qui l'ait plaqué. Oui, et à la mort de Piaf, je ne sais pas si vous le savez, Chimène Badi, dans le sac de Piaf, on n'a retrouvé qu'une seule photo, celle de Moustaki. Ah, ça, je ne savais pas, par contre. Voilà. Ça, je ne le savais pas. Donc, ça veut dire qu'elle était... Elle l'a vraiment aimé. Ah oui. Mais alors, Edith, elle le dit, de toute façon. Elle dit que si on est déchiré, quand on se sépare, si on est déchiré, si on a mal, c'est qu'on n'a pas vraiment aimé. Voilà. Ça, je la crois, je suis d'accord avec elle. Une autre chanson, c'est Mon manège à moi. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête. Quand tu me tiens dans tes bras. Cette chanson, elle vous parle aussi, vous souriez, Chimène Badi. Parce que c'est joli. Tu me fais tourner la tête, je ferai le tour du monde, que je tournerai pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Enfin, voilà, Edith, c'est une amoureuse de l'amour et je crois que c'est celle qui en aura parlé le mieux, en fait. Et elle était en fait amoureuse de Norbert Glansberg, le compositeur. En 1943, elle est à Lyon avec lui dans une chambre pour faire une chanson. Je crois que c'est Padam Padam, la chanson. Et puis il faut qu'il rentre chez lui. Il dit non, tu restes là, il y a les Boches qui sont dans la rue, ils vont t'arrêter, t'es juif. Et c'est comme ça qu'elle l'a eu dans sa vie. D'accord, ok. Ça, elle était très coquine. Elle était très coquine, oui. Et puis il y a une chanson essentielle aussi, c'est À quoi ça sert l'amour. À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert l'aimer? L'amour ne s'explique pas, c'est une chose comme ça qui vient on ne sait d'où et vous prend tout à coup. Un duo là. Oui, avec mon ami Dany Briand. Voilà. Ouais. Je voulais vraiment un artiste qui soit qui soit un réel interprète. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ça chez Dany, avec son grain de voix particulier qui me plaît particulièrement. Ensemble, on avait eu l'occasion de chanter sur son album hommage à Charles Aznavour. Et on avait chanté ensemble Mourir d'aimer. Ça avait été un vrai plaisir. J'ai beaucoup aimé chanter avec lui. Donc, naturellement, quand j'ai préparé cet hommage et qu'on a pensé à l'arrangement, j'ai pensé à un arrangement qui pourrait se rapprocher du monde, un peu de l'univers de Dany. Et quand je lui ai proposé, il a dit oui tout de suite. Et ce qui est assez cool, finalement, c'est que... c'est mignon, quoi. L'anecdote est mignonne, mais Dany aime énormément Charles Aznavour. Moi, j'aime énormément Edith Piaf. Edith et Charles ont une histoire, une réelle histoire, et dans l'écriture et peut-être même dans autre chose, ça je sais pas. Non, ça il a toujours dit, je n'ai jamais couché avec elle, je n'étais pas son type. D'accord, ok. Bon, alors si vous me le confirmez, je vous crois, Jacques. Mais bon, parce que comme ça restait un grand point d'interrogation. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils avaient eu un réel lien artistique et une vraie histoire artistique, donc c'était plutôt joli finalement de nous retrouver autour de ce titre À quoi ça sert l'amour. Et Théo Sarapo, et vous l'avez dit, ça a été l'homme non seulement dernier homme de sa vie, mais il l'a aimé plus que tout, à tel point quand elle est morte couverte de dettes, il a tout réglé avant de mourir dans un accident de voiture. Oui, ça a été un homme extraordinaire, je pense qu'elle en avait vraiment besoin. Je pense ça me rend heureuse de savoir que il l'a aimé et apaisé pendant les années où ils ont vécu ensemble. Ça me fait plaisir pour elle. Et puis ce qui est important aussi, c'est que on a toujours eu l'image d'une Edith triste, plutôt profonde comme ça, assez sombre, alors que c'était une bonne vivante et que c'était quelqu'un qui aimait se marrer et qui aimait vivre à fond. Donc moi je suis contente qu'elle ait pu vivre cet amour avec Théo Sarapo. Et moi, je suis heureux que vous ayez réalisé cet album qui va toucher les nouvelles générations. Je l'espère. Faire découvrir Piaf. Je l'espère. C'était aussi le but, évidemment. Je pense qu'on est riche des artistes qu'on a, comme Edith Piaf, Charles Aznavour, dont on parlait aussi, et bien d'autres, Brel. En l'occurrence, moi, j'avais envie de faire un hommage à Edith Piaf, et c'était important pour moi, parce que moi, par exemple, Edith Piaf m'a aidée, m'a accompagnée dans ma vie, mais a aussi fait en sorte finalement, par la magie de ses œuvres,
de me faire tomber amoureuse de la langue française. Et je pense que c'est important de se rendre compte que des artistes comme Édith Piaf sont de vraies richesses et un vrai patrimoine. Donc l'idée, oui, c'était de faire découvrir à la nouvelle génération cet artiste extraordinaire, de rappeler ou de remémorer des souvenirs aussi à tous ceux qui l'aiment depuis toujours, et puis de vibrer, comme je vous l'ai dit au départ. Moi, je suis très heureuse de pouvoir juste dire au travers de cet hommage que je l'aime, que je la respecte, que c'est une grande et que j'aurais vraiment aimé la connaître. Oui, et là c'est vrai aussi, en tout cas on va connaître cet album et vous avez bien raison de le faire. On vous suivra aussi en tournée dans toute la France avec cet album de Piaf. Merci Chimène Badi. Avec plaisir, merci à vous, merci pour les petites anecdotes. Et merci de défendre comme ça la chanson, la langue française. C'est important. Essentiel. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt, restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.